pris les chaises comme ça, ont bien indiqué que nous ne sommes pas dans la solennité, ce que d'ailleurs Jean-Claude Pirotte, l'homme dont nous avons parlé, n'aurait pas aimé, il aurait protesté à sa manière, qui était souvent très virile et très tonique. Je voudrais remercier Kamel Gaha, qui répond dans l'instant. Nous nous sommes parlé il y a une semaine. C'est à l'initiative de Aymen Hassen que cette rencontre a lieu. J'ai pris contact avec Kamel Gaha, le directeur de la Bibliothèque nationale, qui, poète lui-même, sans doute est-ce la raison, a tout de suite accepté d'introduire dans le programme de la bibliothèque une rencontre consacrée à Jean-Claude Pirotte, et ceci ne porte pas préjudice à d'autres initiatives que nous pourrons prendre par la suite. C'était une manière de rendre hommage dans le mois qui suit le décès de ce grand poète. Grand merci surtout à Aymen Hassen qui, il va nous l'expliquer en phrase complète, est un ami, et j'emploie l'indicatif comme il le souhaite, est un ami de Jean-Claude Pirotte, et il a beaucoup de choses à nous dire qui tiennent à cette relation d'amitié. Et parlant d'amitié, on prononce là un mot qui est important pour comprendre qui est Jean-Claude Pirotte, parce qu'il était à la fois capable de grandes invectives, mais il était aussi capable de relations personnelles d'une intensité considérable, et il a eu une relation de ce type avec Aymen Hassen, et c'est donc ça dont il va être question. Alors, Aymen fait appel à moi pour tenter de coordonner cette séance, et je vais très rapidement lui donner la parole, mais ce n'est pas tout à fait le choix qui correspond à mon métier, c'est-à-dire qu'il faut quand même vous dire qu'il y a à la fois, Jean-Claude Pirotte était un homme d'amitié, mais ce n'était pas du tout un homme d'identité, et certainement pas d'identité nationale. Et donc faire appel à un diplomate belge en croyant que cela a une certaine signification par rapport à Jean-Claude Pirotte, ça va peut-être finir par en avoir une au fil des années, parce que l'on va oublier le contentieux qui a existé entre Jean-Claude Pirotte et la Belgique, mais cet homme-là n'aimait pas tellement son pays d'origine, et il faut être vrai, et donc dire les choses telles qu'elles sont. Jean-Claude Pirotte était un avocat. Il était avocat, et dans le cadre de ce métier, vous savez que les relations que l'on a avec ses clients sont parfois un petit peu ambiguës. Quand on prend trop de sympathie pour son client, on finit par les défendre au-delà de ce que la déontologie du métier vous commande. Et donc, on a dit, lui-même l'a contesté, qu'il avait aidé un de ses clients à s'évader. Et donc, il a eu beaucoup d'ennuis en Belgique, il a été condamné. Et plutôt que d'être en prison, il s'est taillé. Il est parti en cabane, comme il s'est taillé en France. Et pendant les 5 ans qui ont suivi cette condamnation, on a un petit peu perdu sa trace, mais on comprend bien pourquoi. C'est qu'il était littéralement à gauche, à droite. Ce n'est qu'en 81 qu'il réapparaît. En 81, la prescription a joué. Il n'est plus condamné, il peut donc réapparaître. Entre-temps, il est allé au Portugal. Chacun de ses voyages clandestins a donné lieu à un livre. Et il va, en 81, revenir en Belgique, à Namur. Namur, c'est une ville qui ne réussit décidément pas aux poètes, puisque c'est aussi la ville de naissance d'Henri Michaud, qui lui aussi n'aimait pas la Belgique, n'aimait pas trop Namur, et donc a préféré s'échapper lui aussi. Donc vous voyez que, devant dire cela, Aymen me met à rude épreuve, puisque mon métier c'est de vous dire que mon pays est splendide, et nous parlons là d'un poète qui pense un peu le contraire. Bien qu'il y soit revenu après 81, et que son premier livre à succès, succès tout est relatif, mais en tout cas le livre qu'il porte et qu'il inscrit dans le paysage littéraire, qui s'appelle Journal moche, est écrit en 81, l'année de son retour, je dirais, dans la légalité. Le dernier livre écrit, tout à l'heure, Mme Heuss se posait la question, est-ce qu'il est disponible? Je ne pense pas, mais le dernier livre écrit par Jean-Claude Pirotte s'appelle Brouillard, et ce mot évoque évidemment cette maladie qui peu à peu l'envahit, et donc moi je ne l'ai pas lu non plus, mais je pense que c'est effectivement un livre qui doit être particulièrement émouvant.
un troisième livre, et j'en aurai terminé, et à mon avis, c'est là que Ayman va nous en parler. C'est, non, bien sûr, il va parler de beaucoup de choses, mais Absent de Bagdad est un livre dont il a traduit certains passages en langue arabe. Et donc là, il est tout à fait bien placé pour vous parler d'un roman qui évoque le monde arabe et dont lui-même a été chargé par Jean-Claude Pirotte et dans cette relation d'amitié dont tu vas nous parler, de le traduire. Tu vas nous parler du vin, j'en suis sûr. Oui. Tu vas employer le mot prosateur, parce que souvent on parle de la prose extraordinaire de Jean-Claude Pirotte. Et voilà, je crois que ce sont les mots principaux qui vont être prononcés. J'ai apporté quelques livres qui sont à consulter à l'issue de cette rencontre, mais ces livres appartiennent à la bibliothèque de la délégation anonyme Bruxelles, et donc vous pourrez par la suite venir les emprunter. Ceux que cela intéresse me font signe par un message électronique, et ces livres sont à votre disposition, de même d'ailleurs que deux livres consacrés à Jean-Claude Pirotte. Donc vous voyez que c'est un écrivain qui a quand même suscité l'intérêt des spécialistes en littérature. Et j'ai aussi, je les ai mis chez vous, on en parlera tout à l'heure, des anthologies consacrées à la poésie des auteurs belges de langue française, dans lesquels bien sûr Pirotte figure, et nous aurons peut-être l'occasion de lire tout à l'heure un ou deux poèmes pour compléter la rencontre. Ayman, je te donne bien sûr la parole maintenant, c'est à toi, tu as plein de choses à nous dire. Merci cher Daniel, merci à toutes et à tous d'être venus, peut-être pas si nombreuses et nombreux, mais vous savez ce qu'on dit, en français on dit que les absents ont toujours tort. Chez nous, en Tunisie, dans le monde arabe, c'est le contraire, on dit que les absents ont toujours une raison d'être absents ou de s'absenter. Pour excuser les autres, mais aussi pour dire que nous pouvons bien faire les choses avec les gens qui sont venus, tout simplement. Et vous connaissez la fameuse phrase de Paul Valéry qui dit « Je préfère être lu 10 fois par un seul lecteur qu'être lu une seule fois par 10 lecteurs différents. » Et je partage cette opinion. Je partage cette opinion d'autant plus que Jean-Claude Pirotte, qui est aujourd'hui célébré, il a fait la une du Monde, on lui a consacré plusieurs articles dans quelques journaux et quelques magazines importants, mais Jean-Claude Pirotte reste un écrivain, disons, confidentiel, comme les écrivains qu'il aimait lui-même, comme ces grands poètes sans lesquels la poésie ne serait pas ce qu'elle est, comme les Reverdy, les Follin, les Armand Robin, tous ces poètes qu'on appelle poètes de seconde zone, ne sont pas des classiques au vrai sens du terme, mais sans qui la poésie ou la littérature ne serait pas. Et d'ailleurs lui-même, il se compare volontiers à Joseph Joubert, ce grand prosateur du XVIIIe siècle, 19e aussi, dont les cahiers ont vraiment joué un grand rôle dans la littérature française et francophone. Donc il a inauguré quelque chose d'autre. Il y avait Chateaubriand, la figure officielle, Hugo bien évidemment, mais personne n'a mis l'importance de Joubert. Et je voudrais commencer cet hommage à Pirotte à travers un petit extrait d'Absent de Bagdad, pour vous dire qui était vraiment Pirotte, à travers cette prose qui est à la fois prose et poésie. Cette voix qui parle, qui dit « je », mais qui est l'autre, capable d'être quelqu'un d'autre et de se mettre dans la peau de l'autre pour sentir la détresse et les souffrances de l'autre. Il parlait de l'amour de Dieu. Il confondait l'amour de Dieu avec leur amour des choses. Alors je leur parlais d'Ibn Arabi. Je leur représentais les souillures de l'amour. Ils me répondaient, mangeant et buvant. La gloire de Dieu ne s'éteint pas. Et nous mangions et buvions dans les nuits débordantes d'étoiles, qui, disait-il, attestaient la présence irréductible de Dieu. Si tu étais imam, musulman, tu serais un drôle de guide et tu prêcherais une bouteille à la main. Je trouve cela magnifique. Magnifique pour les raisons que je viens d'énumérer, mais
pour non pas prendre le contre-pied de ce que disait mon cher Daniel, mais plutôt pour abonder dans votre sens. Pourquoi? Parce qu'il y a, je pense, deux dates, une date importante pour Pirotte et un toponyme, un nom de ville. Tout le monde ne naît pas impunément un 20 octobre, date de naissance d'Arthur Rimbaud. Pirotte est né le 20 octobre 1939. Donc, soit Rimbaud étant né le 20 octobre 1854. Je vous laisse faire les comptes, donc à peu près 85 ans après Rimbaud. Et tout le monde ne naît pas à Namur, ville natale d'Henri Michel. Et Pirotte l'a dit dans l'un de ses textes, il dit que le lieu de naissance joue un rôle un peu paradoxal. Il est attractif, c'est-à-dire qu'il nous attire vers la matrice, la source, mais en même temps, il nous repousse. Et justement, Pirotte est cet homme qui, dans un roman qui s'intitule Ange Vincent, il nous parle de son supposé grand-père maternel, qui s'appelait Ange Vincent. Et donc, ange, comme peut-être vendange, et Vincent, c'est le saint patron des vignerons. Et Pirotte trempe dans cela. Donc, Pirotte, c'est quelqu'un qui s'est inventé finalement une sorte de généalogie. Donc, bourgeois, de Namur, il a fait de brillantes études. Les gens qui connaissent Pirotte savent qu'il a la plume facile. D'ailleurs, il m'a raconté cela. Je lui ai dit, mais comment as-tu, Jean-Claude, écrit ce Absent de Bagdad? Il m'a dit, bah, j'ai reçu le Monde, j'ai appris pour Abou Ghali. On a vu les images de cette belle soldate. Dans sa bouche, c'était ironique. Une soldate américaine tenant en laisse un Irakien nu, mais vraiment tenu en laisse. Hein. Et d'ailleurs, il m'a offert un canet que je n'ai pas pu dépuceler, si vous voulez. Il m'a offert un de ses carnets d'écriture comme ça, Pierre. Il m'a dit, tu écriras dans ce type de cahier, un carnet italien d'ailleurs. Et il a vraiment la plume facile, c'est-à-dire qu'il a ouvert le carnet, il a commencé à écrire Absent de Bagdad. Et ce qui est génial, j'en ai parlé dans mon premier article sur Pirotte, paru en avril 2007 dans la presse de Tunisie, je l'ai appelé majuscule Pirotte. Pour plusieurs raisons. Majuscule Pirotte parce que Absent de Bagdad, c'est un texte majuscule, dans lequel il n'y a pas de majuscule. Le texte est en minuscule, il n'y a pas de point final. Il y a des virgules, des points-virgules, une certaine ponctuation, mais il n'y a pas de majuscule ni de point final. Donc comme si la barbarie, celle des Américains qui sont venus soi-disant apporter la démocratie avec des chars, n'a jamais existé. Pour lui, c'était comme ça. C'était sa vision des choses. Hein. Et donc pas de début, de commencement, et pas de fin non plus. Et ce personnage qui parle, ce muslim, on ne sait pas qui c'est vraiment. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est un double de Jean-Claude Pirotte? Est-ce que c'est un Irakien emprisonné à Abou Ghali? On ne sait pas si cela a eu lieu on parlait tout à l'heure en plaisantant à l'ENS de Guantanamo. Et on ne sait pas vraiment le lieu et les dates sont floues, tout est dans le flou. Mais et justement pour fuir ce flou, pour fuir cet oubli qui est mis en place dans certaines prisons, dans certains cachots, hein, eh bien, Pirotte opte pour une écriture qui va plus vers la poésie tout en étant en prose. Et donc, muslim, c'est le musulman, mais lui, il a tendance à dire, Pirotte, mes frères musulmans, c'est-à-dire sans être dans l'islam, ni la religion ou l'islam politique. Hein. Mais il a entretenu apparemment à Namur, déjà quand il était avocat, de grands rapports avec les Turcs, la communauté turque. Et donc on dit que ces problèmes avec la police, la cavale, etc., la condamnation, sont en rapport avec cela. Bon, avec Pirotte, et c'est ce que pensent tous ses amis, Yves Leclerc, Gilles Ortigue, Bertrand de Goth,
un certain nombre d'écrivains aujourd'hui reconnus, Jean-Philippe Troussard, même Richard Millet, qui l'a publié, un autre grand écrivain très connu en France, Philippe Claudel, qui a été l'un des premiers à publier dans sa revue, avant d'être publié au Cherche Midi, puis chez Stock. Eh bien, Pirotte, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Néanmoins, c'était un ami. Alors, je vais vous raconter comment est née notre relation amicale. Alors, en fin février 2007, j'avais réédité un petit recueil de poésie paru en Tunisie aux éditions La Balance en 2005. Réédition chez Jean-Pierre Huguet, éditeur, avec une préface inédite d'Yves Leclerc. Et on a maintenu la postface de notre ami Pierre Garrick. Et Yves Leclerc, qui est publié au Mercure de France et par la suite à la table ronde par Pirotte, lui envoie le volume de poésie. Et Pirotte m'envoie un beau pli contenant ce petit tableau et une lettre, une très belle lettre. Bon, je ne vais pas vous la lire tout de suite, mais donc il a commencé par m'approcher. Donc ce que ma poésie lui a, je ne sais pas, murmuré à l'oreille, ou voilà, il a commencé par m'écrire, amicalement, fraternellement, pour revenir au mot frère. Et suite à cela est née une relation amicale, une relation, il faut le dire, Pirotte n'utilisait pas du tout Internet. C'était un grand épistolier, c'est ce que je disais à Sikamen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est resté dans la tradition classique, si vous voulez, des écrivains qui écrivent plus peut-être de lettres, hein, qui tiennent une vraie correspondance avec leurs amis, avec même leur épouse, avec, etc. C'est-à-dire que je pense que si les amis de Pirotte se réunissaient, pour réunir, pour rassembler sa correspondance, ça donnerait au moins une dizaine de volumes. C'est un peu comme Flaubert, comme quelques-uns des plus grands écrivains que nous aimons. Et donc, je suis allé voir Pirotte à Ardoix. À l'époque, il vivait dans le Jura. Donc Ardoix, qui est le village natal de Pasteur. Et l'endroit du vignoble du vin jaune. Du vin jaune, tout à fait. D'ailleurs, je suis rentré avec 2 bouteilles de vin jaune. D'ailleurs, la photo que vous avez... vus déjà ou bien je les ai déjà vus, oui. Je les ai partagés avec mes camarades d'alors de l'ONS de... Voilà, ça c'était une photo qui a été prise le dimanche 11 février 2008 chez l'un de ses amis viticulteurs qui s'appelle Marc, je pense qu'il existe toujours. Et vous savez que le 1er janvier 2008, il y a eu la loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Et donc, la veille, on a dîné dans un resto, et je fumais à l'époque, maintenant j'ai arrêté, il était le seul capable d'allumer une cigarette. Et il y avait des gens qui ne fumaient pas, mais ils respectent le Pirotte. C'est extraordinaire. Et pour l'anecdote, hein, vous allez pardonner le gros mot, mais on était avec un ami peintre suisse qui s'appelle David Claire, qui était là pour lui montrer ses tableaux, ils ont fait des choses ensemble. Il lui a dit, je m'en souviens comme si c'était hier, Julie, 3 plats de couilles. Et en fait, la spécialité du resto, c'était des testicules de mouton et tout. Et donc, allez Julie, avec sa voix rock, très virile, comme disait Daniel, et il se permet comme ça, et les gens l'acceptent. C'est-à-dire que c'est une présence. Jean-Claude Pirotte est une présence. Et on a passé une nuit blanche, bien évidemment. Moi, du haut de mes 2008, j'avais 27 ans, et lui du haut de ses 69 ans. Et David Claire nous a quittés parce qu'il était complètement amoché par la libation, et moi j'étais là avec lui pour refaire le monde en quelque sorte. Et, réellement, il m'a lu des poèmes, d'ailleurs il y a une vidéo que j'ai postée sur YouTube. Il n'arrêtait pas de cracher sur Sarkozy, le traitant de facho, etc. Bon, c'était Pirotte, hein. Et il avait vraiment c'est-à-dire que c'était quelqu'un, j'avais l'impression que je pouvais rester là infiniment avec lui, à boire, à fumer et à parler littérature et poésie.
C'est-à-dire qu'avec lui, on pouvait toucher le fond sans s'en rendre compte. Voilà. Et donc, j'ai passé avec lui, ou chez lui, ou en son compagnie, 2 jours et demi. Et je me souviens, lorsque j'avais raté le premier train à Arbois, ensuite un autre train quelque part, et je me suis arrivé ce soir-là, à Lyon, gare PRH. Je devais y être à 8 heures, je crois que je suis arrivé vers 1 heure du matin, quelque chose comme ça. C'est-à-dire pour vous dire qu'on a, comme ça, on a ajourné, lui, avec sa voiture, c'était un ami assureur, donc il arrivait toujours à se débrouiller. Hein. Il roulait son permis, c'est extraordinaire. Être l'ami de pilote, c'est vivre des choses. Hein. Et donc, quand j'ai pris ce train, j'ai senti le vide. Vraiment. Il y avait cette présence d'un homme comme ça, assez félin si vous voulez, robuste, un homme des cavernes si vous voulez, mais un homme des cavernes avec un cœur, mais on dirait un bonbon si vous voulez. Un bonbon et doux comme le vin jaune. Hein. Bref, et je me suis dit, moi je ne traduis pas vraiment du français vers l'arabe, j'ai essayé avec Maurice Blanchot et avec Bernard Noël, mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire du Pierre de Coude, présenter Pirotte, lui rendre hommage et commencer, tenter. Et j'ai commencé, donc j'ai publié les 2 premiers chapitres dans celui que je considère personnellement comme le meilleur journal d'expression arabe, Quds al-Arabi, publié à Londres. Et après, il y a eu des complications, lui il avait des problèmes avec la table ronde, avec Alice Déhan, etc. Et c'est parce que c'est un personnage, hein. Il était tellement entier, tellement dans la jubilation, que tout ce qui était parisien, tout ce qui était officiel, ne pouvait pas aller avec lui, ne pouvait pas correspondre à sa vision du monde, si vous voulez. Puis il était tombé malade, etc. Cela dit, il m'a fait découvrir un certain nombre d'écrivains, et vraiment pour moi, Pirotte c'est aussi cela, c'est sa collection L'usage des jours à la table ronde, mais aussi quand on lit par exemple ses poèmes, son dernier livre de poésie, publié à l'occasion de ses 70 ans en 2009 à la table ronde, eh bien, est une série d'hommages à des poètes assez oubliés ou peu connus ou méconnus. Et donc à chaque fois, Pirotte donne la parole. Et il nous a aidé à redécouvrir, à relire un grand écrivain comme André Notel, un grand écrivain comme Raymond Dumay. Je ne sais pas si vous connaissez Raymond Dumay, c'était un brillant normalien, résistant, etc. Et puis qui est tombé dans la viticulture. Il a été le premier à écrire le guide Michelin du vin. Donc il a eu beaucoup de succès avec ça. Et puis il avait des chroniques littéraires et tout qu'on a oublié. Et c'est grâce à Pirotte qu'on a redécouvert à la fin des années 90. Et donc c'est cela Pirotte pour moi. Et donc quand j'ai appris sa mort en mai dernier, donc je disais à mes amis qu'il était décédé un samedi 24 mai, et ce jour-là, j'étais à Hamamsous en compagnie d'un certain nombre d'amis, et je l'ai évoqué, j'ai eu une pensée pour lui, j'ai dit, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut lire, un grand poète, quelqu'un qui parle bien du vin, on était en train de faire comme Muslim et ses amis, de festoyer, de boire et de manger, un peu cette façon jubilatoire de vivre rabelaisienne, si vous voulez, hein. Et j'ai eu une pensée pour lui. Les amis sont partis, j'avais du travail à terminer pour lundi, il y avait des examens à l'école, et un jeune ami, Mohamed Lied, a senti que j'étais mal à l'aise, mais je ne le savais pas encore. Hein. Et quand je suis rentré à la maison lundi soir, j'ai appris la mort de Pirotte. Et ça m'a fait un sacré coup parce que quand on rencontre quelqu'un comme lui, ne serait-ce qu'une fois, quand on lui a parlé au téléphone 3 ou 4 ou 5 fois, voire plus, on sent que ce type d'homme, c'est un type rare d'abord, mais c'est une sorte de race immortelle. Et c'est cela, Pirotte. Sa prose, sa poésie sont à découvrir. Hein, et vous allez voir que dans les prochaines années, à travers les traductions du français vers l'arabe, mais aussi les travaux académiques, quand on fouillera sa vie, peut-être qu'on aura des pièces comme ça le concernant, quand on fouillera peut-être l'affaire de la cabale, de cette histoire, etc., on se rendra compte que Pirotte, peut-être qu'il a tout fait pour fuir tout ce qui est officiel, lui qui était riche, et il le dit quelque part, il le dit dans Cabale, cette histoire,
c'est une injustice, mais elle m'a sauvé et elle m'a permis de renouer avec la peinture et l'écriture. Et donc j'ai tout de suite pensé à cette rencontre, question de présenter Pirotte et de lui rendre hommage ici à Tunis. Voilà. Bien, belle présentation. Après, bon, j'ai des textes à lire si vous voulez, si ça vous intéresse. Je pense qu'il faudra passer à la lecture de ce texte. Alors, oui, il ne faut ne pas oublier. À moins que sur la biographie, sur la relation que tu as pu établir avec lui, il y aurait déjà une ou autre question avant qu'on le lise, hein, parce que là, il y a quelques éléments. Notre ami Yves Leclerc, qui vient de publier Cours s'il pleut chez Gallimard, là en avril dernier, qui a été publié par Pirotte dans sa collection à la table ronde, donc m'a envoyé 4 poèmes donc, dans lesquels il célèbre ou chante Pirotte. Donc le temps que vous pensiez à imaginer des questions, ben, je vous lis les poèmes d'Yves Leclerc. Donc 4 poèmes extraits du journal du TAC, dédiés à Jean-Claude Pirotte. Cette nuit, je relis Jean-Claude Pirotte, tricotant ses hôtes, comme en reprise de ses chaussettes, car il fait bien froid sur la terre, où tout est bien trop terre à terre. La vallée de misère à boire, c'est moins amer avec un verre, c'est mieux avec la bonne assiette dessous, ici où le poète, dans son alambic d'infortune, extrait l'eau de vie pour des prunes. Tu entends bien rue des Ramberges, la musique aigre, et déhanchée d'Abdelkader, ou bien la voix de Sainte Vierge qui dit la vie c'est, puis se perd. À reverment, sur tes 2 jambes, tu vas rimant sur le bel liambe, tu prends le tram pour les polders de ta Hollande, où sont tes plus chers lieux d'aisance, entre ta mère, des souvenirs que tu épluches, de tes oignons pour la merluche. Lait pour passer l'hiver, lait comme les laits de Banque de France. Or, à Rethel ou Buverlaine, la pluie qui chuinte sous ton toit chantait l'air secret des Ardennes. Ce soir est jaune vin d'Arbois. Ici, là-bas, l'hiver, c'est cendre et muse. Tu quittas le ciel de Charente comme ta cendre et Meuse. Avant, ce fut un mur d'où la cabale a fait descendre tes ambres qui font tous les murs. Éloge d'un argonaute. J'attends toujours tes lettres d'ambre, peintes de fins lettrées d'Arbois, reclus dans ta chambrette sombre, en compagnie de tes grands rois, Follin, Perros, Dautel, Henri Thomas, Villon, Robin des Bois. De leur chair de poésie, je te fais docteur honoris causa. Sans titre, tu connais bien la musique et son ballet. Donc cet homme-là, dont il vient de lire les textes, connaissait bien sûr Jean-Claude Pirotte comme toi. Il faut croire qu'ils se sont rencontrés 3 ou 4 fois à la table ronde, mais leur relation était plutôt épistolaire. C'est ça. Donc Yves Leclerc fait partie de cette liste, d'ailleurs donnée ici par Paul Charles, d'écrivains publiés par Pirotte, on peut le lire ici. Donc, voilà, son travail aussi d'éditeur, en publiant des écrivains de qualité. Yves Leclerc, donc il est cité en premier, Jacques Brosse, William Cliff, un grand poète qui était un grand ami de Pirotte, que j'ai rencontré lorsqu'il a reçu le prix Kowalski en 2007. Il a sorti son premier roman. William Cliff est un poète publié chez Gallimard, il écrit en alexandrin, il dit, c'est pas du tout en alexandrin, c'est pas du tout classique, mais son premier roman a été publié à la collection chez Pirotte. Chez Pirotte, vous avez vu. Maintenant, je ne sais pas quelle était leur relation à la fin. Justement, difficile, lui aussi, il m'a dit, William Cliff, quand je l'ai rencontré donc, lors de la remise du prix Kowalski de la ville de Lyon en 2007, il m'a dit, je lui en veux, il ne veut pas qu'on se voit, il se contente de m'appeler et de m'écrire. Et donc, j'ai l'impression aussi que Pirotte avait ce problème-là aussi. Il ne voulait pas trop voir les gens parce qu'il était tellement généreux, tellement festif, que ça pouvait le bouffer en
en quelque sorte. D'ailleurs, il devait aller à Paris, c'était le centre Wallonie-Bruxelles de Paris, du côté de Beaubourg, qui devait lui rendre hommage. Il a envoyé sa compagne de l'époque, Sylvie Doiselet, qui est une brillante traductrice de Sylvia Plath, de Ted Hughes chez Gallimard, et romancière elle-même. Et il a envoyé Sylvie pour ne pas aller festoyer, parce qu'il se connaît, hein. Il a peur de lui-même en quelque sorte. Et il était comme ça. Et donc la liste d'écrivains: Clive, Michel Bernard, Sylvie Doiselet, Bernard Delvaille, Jean Tourné, Marcel de Thiège, Bertrand de Goth, Lionel Bourg, Gilles Ortlieb. Vraiment là, nous avons une liste vous allez voir, dans les 10 prochaines années, ce sera tous des classiques en quelque sorte. Je vois dans la liste Marc Wachber, qui est l'homme qui a écrit cet article que je vous ai remis. Et donc, il avait une relation avec Jean-Claude Pirotte qui était du même ordre que celle que tu as eu la chance de vivre toi-même. Et il sait que nous nous réunissons aujourd'hui, puisqu'il est par ailleurs le directeur d'une institution à Bruxelles qui s'appelle les archives et musées de la littérature. Il est venu régulièrement en Tunisie pour des conférences, et il était emballé par l'idée que tu as eue de nous réunir autour de Jean-Claude Pirotte. Lui-même est certainement l'homme qui fera des réunions de ce type à Bruxelles, et donc il a écrit ce bel article que je vous ai remis, qui est un article qui a aussi une qualité littéraire par lui-même, je vais dire, au-delà de ce qu'il peut dire sur Jean-Claude Pirotte. Donc je crois que tu as raison, il y a là un cercle de gens qui sont dans, je dirais, la poésie du presque rien. C'est-à-dire que ce n'est pas une poésie qui se nourrit en permanence de l'extérieur, mais où une chose infime, ressentie de manière extrêmement profonde, donne lieu à une écriture tout à fait. Magnifique. C'est ce que Pirotte appelait un bruit ordinaire, c'est-à-dire on est des poètes du quotidien. Bon, il y a un président ordinaire qui se dit ordinaire, ce n'est pas tout à fait Pirotte, mais par exemple, un extrait d'un bruit ordinaire, vous allez vous rendre compte à la lecture de ce poème de l'identité de la poésie de Pirotte. J'ai bu du vin dans les églises et du rhum dans les sacristies. Je suis venu triste campiste de Satan célébré Campie. Privé d'hymen ou de prépuce, que sont les anges devenus? Je suis venu, boire le sang jusqu'à la vie. Orphelin de mes souvenirs, je dévoile mon âme à nu, sur l'autel où la nuit le calice, et la flamme d'un vieux mitraille éclaire la face inconnue d'un gisant coiffé du camail. Vous voyez, c'est simple, mais c'est très profond, c'est très spirituel. Et même quand il parle politique, hein, il fait quand il a attaqué Sarkozy et tout, c'est extraordinaire parce que, là par exemple, alors, mais Socrate et les Higuetés, nous jouons Sarko le tocard. Voilà la cloche, on n'entend plus racoler dans les bois de Vincennes, on n'entend plus le monde car l'aventure fait un écart. Par terrain sec, il n'a pas plu. C'est bizarre, on dirait la scène d'un drame de Victor Hugo. Nous avons de la peine à croire que le jockey retient Sarko, mais il avale les obstacles et d'un fier coup de sabot tacle son cavalier. Bravo, bravo! Ce Yerling promis à la gloire, on l'a joué Socrate et moi. Vous voyez, et après par exemple, ça c'est génial. Soudain, comme un seul homme, la foule se dresse alléluia. Le cheval Sarko, son jockey, caracole en hennissant fort. Les ânes sont interloqués. Ils brillent plus haut que les baudets. Ils s'emparent des microphones, on entend retentir des chants. De victoire à tout bout de champ, les concierges se pamoisonnent et les entraîneurs, entraînés par le délire universel, battent le cul des vieux poneys qui promenaient les jouvencelles et les enferment dans des stalles afin de les rééduquer, etc. Il faut se tenir loin des routes et des cités, des banlieues, des domaines et des chevauchements de foule, et même loin des hameaux criards. Demeurer dans la souche d'un chêne et dans l'impossible légende qui met en scène une dryade bien décidée à tuer l'homme aux temps obscurs de mes enfances, quand glissaient les serpents du soir
et que pleuraient dans les soupentes les servantes aux lèvres noires. Sous la neige des lunes blanches, qu'arrivait-il à ma mémoire aux temps obscurs de mes enfances? Quel marâtre ou quelle amante s'emparait comme d'un heurtoir de mon cœur, sans destin notoire, quand glissaient les serpents du soir. Voilà. Simon, ça vous donne envie de lire Pirot? Peut-être de le traduire ensemble en arabe. Aussi un grand poète tunisien, Mansour Mezreni, que vous allez bientôt lire en français. Peut-être allons-nous organiser une rencontre autour de cette traduction. Et je pense que la faconde de Pirot fonctionnerait à merveille avec la langue et la musique développée par Mansour Mezreni. Donc, c'est une proposition, parce que j'ai promis il y a quelques années à la télé un volume de poésie en français de Mansour Mezreni. Et j'ai dit, nous le ferons. Et c'est une promesse que j'ai tenue. Donc là, devant vous, nous allons faire cela pour rendre hommage à Pirot. Est-ce que ce que tu as traduit de Absent de Bagdad, oui. tu aimerais en lire quelques mots en langue arabe? Oui, pourquoi pas. Puisque comme ça, nous aimons bien écouter la langue arabe, si nous ne la comprenons pas, parce qu'elle a cette musique particulière, ça peut donner un ton. D'ailleurs, quand il était venu me chercher à Arbois, oui, c'est ça. Est-ce que c'est Arbois? Parce que je suis arrivé à Arbois, je ne m'en souviens plus. Peut-être arrive quand on voit avec Jean-Claude. Non, mais je venais d'arriver. Justement. Tu n'as pas de temps. Ensuite, tu ne te souviens pas. Non, mais pour arriver. Donc, il était venu me chercher à la gare, je ne sais plus laquelle, avec David Claire. Et il m'a présenté comme étant son traducteur arabe. Et d'ailleurs, David Claire me dit, on va chercher mon traducteur arabe. Et la première chose qu'on a faite, donc, on est allé dans une grande surface, il était allé acheter de la bière brune pour dessouler. Et pour dessouler le lendemain. Oui, c'est-à-dire que ça se fait. Voilà, ça se fait. Boire de la bière pour digérer. Et alors, quand j'ai par la suite, vous connaissez un peu l'abécédaire de ce grand philosophe français, Gilles Deleuze, merci. Oh là là, quel blanc. Eh bien, Deleuze dit que l'alcoolique, ce n'est pas celui qui pense au prochain verre, c'est celui qui pense, en fait, non pas au prochain, mais à l'antépénultième, si vous voulez. L'avant-dernier verre. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder une poire pour la soif, hein, si vous voulez. Et Pirot, il est comme ça, donc... Et il est vite. غائب عن بغداد. في البدء تمكنت من كتابة بعض الكلمات في لغتي، أو بالأحرى نقشتها بطرف ظفري على قطعة صغيرة من الورق المطوى. كنت عثرت عليها بعدما تحسست مرارا في العتمة. قالوا إني كتبت اسم الله وأنها العربية، لكنهم كانوا مخطئين، فلم يكن هنالك اسم الله ولا أي كلمة عربية. كان اسم خطيبتي التركية وكلمة أخرى كنت قد خربشتها، لكني نسيتها بعدما قيدوا يدي ورجلي بخلاف اليد اليسرى مع الرجل اليمنى واليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وبعدما طوقوا رقبتي بمقود كلاب مسمر جروني به إلى دهليز أرضيته المفروشة بالزجاج المكسور. Je lis le paragraphe en français. Au début, j'avais réussi à écrire quelques mots dans ma langue. Ou plutôt, les graver au bout de l'angle sur un carton minuscule que j'avais trouvé dans le noir en tâtonnant. Ils ont dit que j'avais écrit le nom d'Allah et que c'était de l'arabe, mais ils se trompaient. Il n'y avait ni le nom d'Allah, ni aucun mot d'arabe. C'était le prénom de ma fiancée turque.
et d'autres mots griffonnés que j'ai oubliés, après qu'ils m'eurent enchaîné les mains et les pieds, la main gauche au pied droit, la droite au pied gauche, et qu'ils m'eurent entouré le cou d'une laisse cloutée au moyen de laquelle ils me traînaient dans une galerie souterraine, semée de tessons de bouteilles. Magie, tu fais rencontrer enfin Pirotte, 5 Pirotte avec. Non, oui, c'est bon, ça va. Je termine la lecture du texte parce que ça va vous donner envie de lire Absent de Bagdad. Vous allez voir cette humanité qui se dégage de ce texte. Et c'est en fait un poème en prose de 140 pages. Hein. Il y a un récit, hein, mais c'est magnifique de tenir le même souffle comme ça sur 140 pages en disant « je ». Donc il m'a dit que c'était une sorte de calvaire. Et il a réussi. Est-ce que la bibliothèque peut éventuellement s'en procurer quelques exemplaires? C'est à la table ronde, ça existe. En fait, quelqu'un me posait la question ce matin, parce que j'ai évoqué l'événement. Il m'a dit, est-ce que les livres de Pirotte, est-ce que c'est un peu une sorte de bibliothèque nationale? Certainement pas. Et il me dit, pourquoi est-ce que la délégation ne ferait pas acte de présence, comme nous font certaines représentations diplomatiques? Ceci étant, nous nous ferons un plaisir dans lequel seulement on peut imaginer une coopération entre la Bibliothèque nationale et la délégation pour l'organisation de ce genre de célébration, mais également pour la valorisation de textes de qualité écrits par des Belges, même quand ils n'aiment pas la Belgique, pour qu'ils soient effectivement mis à la disposition des... À laquelle vous en pensez. En attendant, les livres sont là et vous pourrez jeter un coup d'œil vous-même à l'issue de ces séances et peut-être en emprunter l'un ou l'autre. Et donc, voilà, je crois que c'est une bonne idée que vous avez, Kamel, et on va y réfléchir sérieusement. J'ajouterais que c'est la première action que nous organisons ensemble avec la délégation. Alors que nous nous connaissons depuis bien longtemps. Oui. Merci Pirotte. Et merci à elle, parce qu'en fait, c'est l'initiative de... Je peux parler en arabe يعني هذا المتحدث في هذه الفقرة منذ حين هو نفسه هذه يعني الجو التي تحدثت عنها أنت بيروت وبيان كي يعني التي يعني هي التي يعني عن قصد تحدث مثل هذا الخلل خلل نفسي. C'est ça, parce que quand on lit, sa question était de savoir si vraiment le jeu de Pirotte se confond avec une sorte d'entité, une identité à définir. Et c'est vrai, quand on lit ce récit, qui s'appelle récit, donc c'est censé être une autobiographie, plus ou moins, eh bien, on apprend que ce musulman, il a une vie, il a fait des études, il a voyagé, et donc c'est un peu le double de Pirotte, mais ça serait à la fin cet être universel. Il a une connaissance telle de la mystique rénale, de la mystique catholique, mais en même temps de Bernanos, des mystiques arabes, etc. Donc c'est vraiment une sorte de magma. C'est un peu ce chaos, quand on lit le texte, c'est un chaos, c'est un texte chaotique, mais comme disait Nietzsche dans Zarathustra, on voit une étoile à la fin. C'est comment ne pas perdre la raison grâce à la littérature et grâce aux mots. Donc ils lui ont dit « Ah, tu as écrit le nom d'Allah ». Mais il n'a pas écrit le nom d'Allah, c'était le nom de sa fiancée turque. Et d'ailleurs, la suite, donc ça c'est l'attaque du récit. Hein. Vous allez vous en rendre compte. Je dois avoir perdu connaissance à un moment. Je veux dire que j'ai fait un effort pour perdre connaissance. Ce n'est pas la douleur qui me rendait inconscient, mais la lucidité. C'est un état tellement aigu, tellement inconcevable de lucidité, que seuls y résistent les saints ou les prophètes et les martyrs qui en ont une perception exacte et minutieuse, une vision qui, dit-on, les transfigure. Et c'est alors le ciel véritablement qui les pénètre. Et moi,
Soudain, je voyais le ciel s'éclaircir au cœur de ce médiocre enfer où j'étais plongé. C'est ainsi que je peux parler de ma lucidité sans prétendre me comparer aux martyrs qui rayonnent d'une foi, d'une certitude autrement prodigieuse que les miennes. Mais au plus noir de cette détresse animale à laquelle je me trouvais réduit, une espèce de lumière humaine ou divine insistait avec une douceur tellement inattendue au fond de mon regard aveuglé. Il y avait donc l'insistance de ce fragile et tenace filet de lumière, comme le rappel ou la promesse d'une vie meilleure à laquelle j'avoue que je n'avais jamais cru, sinon dans une enfance lointaine où circulaient des légendes, les nuits d'été sous les étoiles quand les bergers veillaient sur le grand silence du plateau. C'est ainsi que ma conscience s'évadait, emportée par cette lucidité que ni la vie ni la mort ne pouvaient me ravir, et que ceux qui me torturaient ne connaissaient jamais. Et c'était aussi comme le privilège d'une enfance nouvelle qui m'était offert dans le monde de ténèbres, où des hommes et des femmes exerçaient sur mon corps, mais ne réussissaient pas à infliger à mon esprit les sévices de je ne sais quelle ancestrale malédiction qui était la leur. Ces hommes et ces femmes, je les devinais accablés par le poids de cette malédiction, quand ils s'appliquaient à rire aux éclats en frappant la plante de mes pieds avec leur longue matraque, afin de me forcer à ramper comme le crabe muselé que j'étais devenu. Car derrière les rires et les gloussements, j'entendais les cris et les pleurs des enfants qu'ils étaient encore malgré eux, qu'ils étaient à leur insu, comme j'avais été l'enfant qui s'acharne aveuglément à frapper de verge le serpent d'eau qui refuse de mourir dans la lumière éblouissante de l'été. Et les éclats de rire et les injures et les insultes, les coups et les outrages pervers, tout cela, c'était une peur enfantine et même une terreur sacrée en eux qui en étaient les profondes inspiratrices. La nudité elle-même qu'il m'imposait était un retour à l'enfance. La mienne, oui, mais surtout la leur. Une enfance dont il ne gardait aucun souvenir innocent et pour laquelle il ne pouvait concevoir que mépris et dégoût. Cette enfance avait été dégoûtante et méprisée sans qu'il l'ait éprouvée, corrompue et suppliciée. Des assassins n'avaient engendré que des graines d'assassins. Leur jardin d'enfants n'était habité que par des monstres féroces et des marionnettes triviales, et les images de l'enfance étaient frelatées par les meurtres simulés, la fascination des armes réelles et les figures écœurantes du succès. Oui, je crois qu'ils étaient dépossédés de toute enfance, et cela a décuplé leur furie et leur épouvantable sentiment de vide et de frustration. Quel mépris. Et on peut, vraiment là, ça continue comme ça jusqu'à la fin. Il parle et à la fin, vous voyez, ça me rappelle un peu Mawaqif al-Nafari, des Halles de Nafari. Cette mystique comme ça qui est à la fois dans l'interrogation, dans la lumière, mais aussi dans l'interrogation de ce que peut être Dieu, en quelque sorte. Et c'est cela qu'il fait, tout en étant athée, parce qu'il prêchait comme un imam, mais il nous le dit, hein, il n'avait pas la foi. Mais il essaie d'inventer son Dieu, pour comprendre le Dieu des hommes, en quelque sorte. C'est ça, c'est ça. Et donc il faut le traduire en arabe. Dans l'humanisme belge que lorsqu'on connaît la Belgique et on vit et on côtoie ce peuple, il y a un petit peu de sophisme ou de mythique dans l'humanisme, parce que l'humanisme il décolle un petit peu du sophisme. Donc peut-être qu'il y a une inspiration de ça aussi, philosophique, un petit peu de... C'est vrai, d'autant plus qu'il y a un grand écrivain espagnol qui s'appelle Juan Guatisolo, qui a écrit un livre, un roman, mais un roman qui ressemble beaucoup à son Bagdad, comme ça, sans majuscules, sans points, une espèce de prose comme ça, fluviale, si vous voulez. Et ça s'appelle Les Vertus de l'oiseau solitaire, dans lequel, dans ce roman, il voit, ou il imagine Saint Jean de la Croix, en prison, en train de lire Hallej, le grand mystique. Et il y aurait peut-être, comme ça, un écho lointain, ou peut-être c'est la même lumière, hein, c'est celle de ceux qui ont la foi. La vraie, pas celle des assassins, comme il le dit. Oui, c'est vrai. Pas celle de Daesh.
Oui, la foi, c'est-à-dire, elle peut être dans l'humanisme, et beaucoup plus dans l'humanisme que... Donc, et c'est ça ce qui prête... c'est enraciné dans son originalité belge, je Oui, dirais. je pense que vous avez raison. Il a beau avoir pris des distances de manière un peu formelle avec son pays, il n'en reste pas moins, il reste néanmoins dépositaire d'un certain patrimoine, on peut l'appeler du réalisme magique, ou enfin, il y a des mots qui ont été employés. Il n'a pas le choix et il ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai pour les paysages aussi. Quand il évoque les paysages, il y a un livre qui évoque la Gueldre, qui est son pays natal. Et donc il y reste fondamentalement attaché, et à ses paysages aussi. Donc, c'est pas... Je vais prendre un peu le contre-pied. Pour le peu que je connaisse de la littérature belge, j'ai toujours eu cette impression que la Belgique, justement, est plurielle. Voilà. C'est-à-dire que aller d'un écrivain à un autre, réellement, il y a peu de choses qui pourraient constituer un socle commun. Bon, naturellement, on a toujours envie de se faire une idée ou d'aller vers une hypothèse, mais en tout cas, ce n'est pas la mienne, je le dis avec beaucoup de modestie, moi qui connais que quelques écrivains belges pour avoir vécu dans ce pays. C'est une discussion plus vaste. Pourquoi pas organiser un jour un rencontre sur la littérature belge. Qu'est-ce que la belgitude en littérature? C'est le même problème pour la Tunisie et la littérature tunisienne. Il y a des voix, des expériences, mais est-ce qu'on peut parler de tunisité? Bon, certains parlent de tunisianité, mais je trouve ça bête. Tunisité comme francité, comme germanité, comme corsité. Mais pour la Tunisie, c'est la même chose. Il y a des expériences. D'ailleurs, quand on lit le volume fait par Salah Germedi, paix à son âme, et par Sitof Bakar, chez Sinbad, il y a pas mal d'expériences intéressantes, mais il n'y a pas de paysage. Enfin, si, il y a un paysage, mais il n'y a pas d'unité. On ne peut pas parler de roman tunisien d'expression française, comme cela existe pour le roman algérien ou marocain. Et non, je suis pas d'accord. Oui, mais justement, c'était le... Heureusement. C'est une amorce. C'était une... Voilà. Oui, je sais, me chercher. Il vous titille. Il me titille. Non, moi je pense en revanche qu'il y a véritablement un socle commun, un héritage culturel commun entre les écrivains tunisiens. C'est-à-dire qu'il y a une expérience personnelle spécifique à chaque écrivain, mais ce qui les réunit, c'est cet héritage culturel tunisien. Et l'on parle de plus en plus de tunisianité, terme qui a été proposé par notre poète national, Germedi, je crois. Non, c'est Mzali avant. C'est un terme Germedi politique. avant Mzali. Voilà, non. Je pense que c'est Mzali. Non, je crois que c'était Germedi au départ. En tout cas, moi je propose Tunisité, modestement. Récupéré. Tu sais que j'adore Germedi. Tunisité, par analogie à francité, corsité, germanité. Oui, mais on veut être original aussi. Oui. Et proposer Taxi Paul, par Camille Téléphonique. Taxi. Moi, je vais aller dans un autre sens. Je pense que la force de certains textes, comme ceux que tu viens de dire, c'est qu'ils nous donnent à vivre ce paradoxe très étonnant. Il rend possible le partage d'une expérience réellement qui transcende l'individu et qui transcende l'identité ethnique ou nationale. C'est un grand moment d'humanité, de beauté, une sorte de... Mais paradoxalement, les textes qui sont capables de signifier cet état étrange, probablement commun à tous ceux qui sont capables. Ce texte-là est marqué, porte également les sédiments, les traces de quelque chose de très local, de profondément enraciné. C'est un paradoxe étrange que l'identité surdéterminée et suraffichée à quelque chose de grotesque.
et de maladroit même. Quelque chose qui est presque de l'ordre du pathos. Faites attention, je suis là. Et je me Faites cherche. attention à moi, j'ai une blessure. Là, c'est une identité grotesque. Mais cela ne discrédite pas l'identité, bien au contraire. Et la poésie, la littérature en général, l'art probablement, mais plus que tous les gens à la poésie, et cela se sent dans ce que tu nous dis dans le texte que tu nous as lu, c'est ce miracle. Je suis un être humain et je ne suis que moi-même. C'est-à-dire un belge, donc ça c'est probablement l'une des définitions possibles de ce qu'on appelle entre guillemets la poésie ou la grande poésie. Autre chose que je voulais te dire, que m'a suggéré, et ça rejoint pas mal, en lisant, en partageant les textes, on a envie presque de dire la laideur n'est pas une fatalité. Oui, tout à fait. Merci. Certes, La laideur n'est pas une fatalité. Ah oui. Elle est omniprésente, elle assaille quelque part, mais ce n'est pas une fatalité. Il suffit, j'allais dire, de lire Pirotte, de lire de grands textes, de beaux textes. Et on a l'impression qu'en tant que lecteur, en tant qu'être humain, nous sommes plus beaux, plus forts que la lumière. Mais il faut passer par la poésie. Il y a un autre chemin. Également, je pense que c'est la même chose. La poésie ou l'intelligence. L'intelligence rend beau, la poésie aussi. Et c'est le don que nous fait le poète quand il nous fait vivre notre humanité comme une chance, mais comme un risque également. Donc merci pour ce bel hommage à Pirotte, qui est un hommage à la poésie. Et vous avez dans la salle au moins 3 grands poètes, Daniel, Ayman, Monsieur, oui, certainement. plus, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir honte à célébrer la poésie. C'est la part noble Et de Françoise aussi qui est là. et voilà. Et Madame Swann, évidemment, je suis honteux, d'autant plus qu'elle va en faire son Non, mais c'est masculin, ça, on oublie les femmes. Allez-y. Je vous titille un peu. Non. C'était une belle conclusion, Kamel. Non, Très je bien, oui. ne vous la présentais pas comme une conclusion, c'est sincère. Et un beau texte, ça vous réconcilie avec Élisée Pirotte. J'apporterai un petit témoignage. Je suis vraiment désolé. J'ai eu le bonheur, quand j'ai séjourné en Belgique, de vivre ce qu'on appelle la nuit de la poésie. C'était à la galerie, je crois, à Ravenstein, je crois. Oui, tout à fait. Mais vraiment, c'était caléodo. Aidez-moi. Kaléidoscopie. Voilà. C'est ça. Et c'était un monde à part. Et on avait de toutes les couleurs. C'est peut-être le hasard qui faisait qui c'était belge. Voilà. qu'on se dise, c'est ça aussi il n'y a pas que Bagdad, la Syrie et Charles, il y a ça aussi. Et cela vaut la peine, cela mérite qu'on parle. D'abord, pas qu'on se batte, ça suffit, je ne suis un pacifiste, je n'aime pas les batailles, mais qu'on défende cette chance, cette belle chance que nous avons de partager. Oui, le monde est beau. La Tunisie est belle, la Belgique aussi, j'en suis sûr. Malgré tout ce que Pirotte peut en dire, tout ce qu'il a pu en dire. Et donc, pour cela, on revient toujours à la même chose. Valorisons nos poètes. Vive la poésie. Je voulais savoir s'il n'y avait pas, donc, une certaine douleur de la séparation, même inconsciente dans son écriture, avec cet arrière-pays. Parce que je sais qu'il a quitté sa ville sciemment. Donc, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une douleur Elle s'entend. Exactement, parce que j'ai eu cette impression-là, mais elle est là, cette douleur. Même s'il renie un petit peu cette appartenance
belge. Oui, Moi, c'est j'ai vrai. senti cette douleur. Il y a un double mouvement. Il se désengage et en même temps il y reste attaché. Exactement. Puisque d'ailleurs en Action, 81, dès répulsion. qu'il a pu, il y est revenu de manière incidente. Donc il faudrait lire les textes et Ah oui, ça donne s'interroger, envie de le texte lire, en main, oui, sur la tout à fait. question que vous vous posez. Je n'ai pas identifié dans ce que j'ai pu lire des textes qui portaient spécifiquement Il y en a. sur la Belgique, mais il y en a, et même Sur ceux-là. la rupture avec la mère, parce que Pierrot disait qu'il était un bâtard, que son vrai père n'était pas son père. C'est Voilà, faisait son roman familial. un peu, mais sans. On ne sait pas, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Où est la fiction et où est la vérité? Où s'arrête la fiction et où commence la part de vérité? Alors, il advient qu'un ray de lumière oblique pénètre par la fonte d'une jalousie. Il s'agirait de faire absolument de sa vie une fiction, ce qui, somme toute, n'a pas de sens. C'est malin. Je dirais que c'est malicieux. D'abord, la métaphore, fente, oblique, c'est très vaginal, c'est très matricienne. Et puis, on revient aux origines, mais est-ce que faire de sa vie une fiction a un sens? Non, alors vivant, voilà, c'est du vent, c'est du pipeau, c'est du Pierrot. Buvons un verre de vin jaune, qui est ce vin Il est bon, le vin couleur jaune, de il est paille, très bon. couleur de paille que je vous recommande. C'est peut-être la conclusion pour notre séance, ce serait de vous recommander de boire le vin jaune. Il y en aura d'autres. Merci beaucoup de votre présence et bien sûr les Moi, je discussions pense- peuvent poursuivre. Je pense que les plus beaux textes n'ont pas besoin de nationalité. C'est-à-dire que, par exemple, Don Quichotte, les Mille et Nuits, si je prends ces deux exemples, n'ont besoin que d'un passeport fourni par un traducteur. C'est-à-dire que toute l'humanité passe par les mêmes sentiments et ressent. Et je pense même que le sophisme n'est pas tout à fait arabe, n'est pas tout à fait musulman, mais c'est une expérience humaine très douloureuse pour ces gens qui ont vécu comme Haleb ou l'Arabe, ces gens qui ont vécu douloureusement leur vie et leurs expériences avec le bon Dieu, avec l'existence, avec tout ça. Ils ont été mis dans la case des athées. Ils sont croyants, mais ils ne veulent pas propager ce que je sens, parce qu'on ne peut pas prêcher de la poésie. On peut prêcher la religion, mais on ne peut pas prêcher de la poésie. Dans toute aussi littérature, il y a des épices qu'on doit écouter. Qu'on doit écouter dans le texte. Et dans toute littérature, même si le poète ou l'écrivain ne veut pas, jaillit, il y a des choses qu'on savoure en lisant ça. On lit un texte, on sait que c'est. Il a voulu cacher son identité, mais le texte l'a trahi. Le trahit. Il dit voilà, ici c'est tunisien, ou ici c'est belge, ou ici c'est égyptien, ou ici c'est marocain. C'est ça, je vois qu'il faut chercher. Et pour en finir, les poètes d'une manière générale, les écrivains, ils ont toujours, presque, une grande majorité, ils ont du mal avec le pays natal. Mais oui, Ça, évidemment, il faut le chercher. évidemment, Pourquoi, évidemment. pourquoi. Moi aussi, avec ça, j'ai beaucoup de... Et beaucoup de... Vous savez ce qu'il a dit de Sfax? Vous connaissez la réputation de Sfax? Ce serait même inquiétant s'il n'y avait pas de difficulté صفاء de lecture. علمتني البخلة في الكلمات. Ah bah, Sfax
savez, vous connaissez Sfax, la ville de Sfax. Les Sfaxiens, et Sfax a la réputation d'être une ville malheureusement radine. Économe. Ouais, radine. voilà, Donc, Sfaxien. disons, appelons un chat par son nom. Lui, il dit, Économe. voilà, il dit, Sfax, elle m'a appris l'économie des mots. La valise. Non. Pour abonder dans son sens. Donc, le reflet, c'est autre chose. Hein. Là, dans l'économie, je le respecte. C'est rare, sahélien, Sfax écrit. Encore une intervention. Le poème de Bagdad, Oui, c'est ça. c'est dans un recueillement. Non, Absent de Bagdad, c'est tout un récit. Un récit. Un livre en tant que tel. Il s'appelle Absent de Bagdad. Ah, d'accord, oui. Je vous remercie. À la table ronde en 2007. Et vraiment, il a fait. Ce texte-là a fait beaucoup parler de Pirot parce que il le faut, oui. D'ailleurs, là, par exemple, là, Si tu les as, je les achète pour la BNC. voilà, rencontrer Pirot. Vous les vendez ou on peut prêter? Non, les livres qui sont là, mais malheureusement Absent de Bagdad n'est pas parmi ces livres-là, ils sont tous. C'est la On bibliothèque. peut les emprunter à la bibliothèque de la délégation Wallonie-Bruxelles. Mais nous allons réfléchir à cette formule, peut-être de créer un fonds de littérature belge à la bibliothèque Pour nationale. les chercheurs, pour les lecteurs. Ce serait très bien. Et il y aurait plus de retentissement, enseigner étant ici, bien entendu. D'autant plus que nos étudiants en master commencent à s'y intéresser, à préparer donc, des sujets de master autour de la littérature belge. Belge. Parfait, parfait. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a de la place à la BNT, il y a une place qui attend. Parfait. Écoute, je suis très très heureux de cette proposition. Et voilà. Comme quoi, il y a un début à tout. Et Bon, c'est on une a commencé bien manière plus de- tôt, en fait. C'est une manière de fixer les Et choses. on a commencé par la didactique. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il y a. Oui, parce que Kamel Yara était un familier des didacticiens belges. Voilà. Mais c'est un tout autre sujet. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons la La poésie. poésie et pas la didactique. Voilà, quand de Cotel sera là, on parlera de Voilà. la didactique de l'université. On va Donc, peut-être relever la séance, ah, quand même. c'est à si tu toi. es d'accord. Non, Moi, non, oui. tu as déjà dit tant de choses tellement fortes et tellement intenses qui étaient de nature à clôturer nos travaux, si je puis dire, que je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est remercier quand même une assistance qui se révèle très attentive, très, très passionnée de poésie, et plus nombreuse que nous n'aurions pu le craindre. C'est la qualité qui compte et non pas la quantité. Merci de votre présence et à une prochaine occasion. Merci d'avoir.